Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Alors je sais que l'actualité est évidemment pas centrée sur la proposition de loi que nous proposons, même si à certains moments je me dis que certains devraient peut-être user de certaines consommations avant d'écrire dans les journaux. Mais on tenait quand même évidemment à présenter cette proposition parce qu'elle nous semble concerner un sujet important. Alors donc c'est une proposition de loi qui est relative à la légalisation de la production, de la vente, de la consommation du cannabis sous le contrôle de l'État, qui a deux particularités. Alors d'abord c'est dans une niche France Insoumise, donc qui va être, du coup elle va être débattue en séance le 13 janvier. Mais nous avons souhaité à France Insoumise faire en sorte de, quelque part, mettre notre niche à disposition de tous les députés qui, depuis maintenant 4 ans, travaillent sur le sujet, que ce soit à travers des propositions de loi, comme François-Michel Lambert, qui en a présenté une, que ce soit à travers, moi-même, que ce soit à travers la mission Cannabis, qui a travaillé sur le sujet avec, à chaque fois, les mêmes conclusions. Raison pour lesquelles cette proposition est signée non seulement par les membres du groupe France Insoumise, dont Daniel Obono qui est chef de file, mais également par 11 députés aujourd'hui qui représentent 5 autres groupes de l'Assemblée, enfin qui ne représentent pas 5 autres groupes, mais qui sont issus de 5 autres groupes, qui sont Jean-Félix Acquaviva, Elsa Fossillon, Caroline Janvier qui était rapporteur de la mission sur le cannabis, Hubert Julien Laferrière qui ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui car malade, François-Michel Lambert qui est là, Ludovic Mendes, Jean-Baptiste Moreau, Mathieu Orphelin qui est là et Michel Victory qui est ici et que je remercie d'être présent. Donc c'est une loi qui a été faite qui part de 2 constats. La problématique du trafic de drogue aujourd'hui dans le pays et puis la problématique de santé. La problématique du trafic de drogue, c'est que on constate tous, et on est tous d'accord là-dessus, que c'est un des principaux maux de la société française et notamment des quartiers qu'ils subissent et que c'est un trafic qui ne cesse de s'amplifier malgré toutes les mesures de prohibition depuis 50 ans avec des conséquences absolument désastreuses puisque ce trafic, on peut le dire, tue socialement les habitants des quartiers populaires qu'ils subissent, tue parfois littéralement, en tout cas attaque la santé des consommateurs qui consomment un produit de plus en plus dangereux au fur et à mesure de la prohibition, et puis aussi tue, et cette fois-ci socialement et parfois littéralement, ce qu'on appelle les petites mains de la drogue. On estime qu'il y en a 240 000 en France, qui, j'allais dire, sont bien loin très souvent des têtes de pont organisées du trafic de drogue, mais qui vivent à la fois des conditions sociales dignes de l'esclavage du 19e siècle, et puis en même temps, j'allais dire, toutes les conditions d'un petit dealer ou d'un guetteur, avec inévitablement à un moment donné la case prison. Donc c'est tout sauf un métier facile. Et pour toutes ces raisons, on observe que ce trafic, il serait souhaitable évidemment de le diminuer. Or, force est de constater qu'il ne cesse de s'amplifier et que ce ne sont pas les mesures qui ont été prises par ce gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui a corrigé quoi que ce soit. Moi, je cite 2 exemples. On nous dit souvent les prises sont plus importantes, que ce soit au niveau des douanes ou de la police, c'est vrai. Les prises sont plus importantes, mais c'est malheureusement parce que le flux, lui, est toujours plus important. Autrement dit, ça n'indique pas malheureusement une réduction de ce flux. Deuxième constat, moi je le tire d'une expérience propre dans ma circonscription, qui est malheureusement très concernée, notamment à Saint-Ouen, par le trafic de cannabis. Force est de constater que la police, quel que soit après son avis sur les questions de légalisation, a souvent l'impression de vider avec un océan, avec une cuillère à café. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle intervient de manière efficace sur un point de deal, quelques jours, et il y en a un autre qui, dans le même temps, explose parce que la demande ne cesse de croître. Donc on part du premier principe, c'est qu'on est dans une situation de la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30, c'est-à-dire qu'il y a consommation de produits psychotropes, et qu'on peut tous avoir un jugement moral ou pas là-dessus, mais la consommation de produits psychotropes, quel que soit licite ou illicite, on s'aperçoit que dans l'histoire, on arrive à en réduire les risques, on arrive à en travailler sur les usages, mais on n'arrive pas à éradiquer cette consommation de produits psychotropes, peut-être parce que finalement, elle est inhérente, j'allais dire, à certaines recherches de l'espèce humaine. Bien. Deuxième constat, en termes de santé, c'est une catastrophe, parce que la prohibition, de facto, empêche toute politique sérieuse de prévention des risques, de travail sur les usages, comme par exemple
on l'assiste pour l'alcool et le tabac, où il y a des politiques qui sont menées, parce que le produit n'étant pas prohibé, il y a évidemment des choses qui peuvent être faites de manière efficace. Or, la prohibition, quelque part, finalement, impose un choix binaire, c'est-à-dire c'est un produit interdit, donc on va essayer de vous convaincre qu'il ne faut pas en acheter ni le consommer, sous risques pénaux, etc. Mais c'est, j'allais dire, quelque chose qui, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue de prévention, n'a fait des démonstrations nulle part. Et la preuve, c'est que depuis 50 ans, on est le pays le plus prohibitif en Europe et on est le pays champion d'Europe de la consommation de cannabis. C'est ça le résultat que nous constatons. Donc on n'est pas... Et ce matin, le débat qui a eu lieu, fort heureusement, en commission des affaires sociales sur cette proposition, on souhaite sortir un peu du débat caricatural. Ceux qui proposent, comme nous le faisons aujourd'hui, la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État, ce n'est pas pour augmenter la consommation. Ce n'est pas avec des risques d'augmenter la consommation. La consommation, elle est déjà à un niveau explosif. Ce n'est pas non plus pour permettre, par exemple, que les mineurs consomment plus de cannabis. Les mineurs, aujourd'hui, consomment beaucoup de cannabis, et particulièrement en France. Et si on observe à certains moments des baisses significatives de consommation des mineurs, il se trouve que c'est, par exemple, dans les expériences comme celle du Canada, où il y a une expérience comparable à celle que nous souhaiterions ici, c'est-à-dire sous contrôle de l'État, et on constate effectivement, au vu des politiques de prévention, que les mineurs consomment moins de cannabis, et en tout cas un cannabis moins dangereux. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat qui serait entre des gens favorables par essence à consommer toujours plus de cannabis, et puis ceux qui seraient raisonnables. Nous partons du principe qu'au contraire, la situation actuelle est catastrophique d'un point de vue de santé, et qu'il est souhaitable qu'une légalisation sous contrôle de l'État, enfin pas souhaitable, il est indispensable qu'elle s'accompagne d'une politique de prévention sanitaire, j'allais dire globale, systématique, notamment dans les écoles, comme c'est fait dans d'autres pays. Troisième point, c'est que ce que nous proposons à travers cette proposition de loi, c'est le fait qu'on passe d'un système où le leadership en termes de coordination des politiques en matière de stupéfiants passe au ministère de la Santé et non plus au ministère de l'Intérieur. Non pas que nous imaginons que la proposition de loi que nous metterions sur la table en finirait de façon totale avec les trafics, ce qui permettrait à ce qu'on fasse l'impasse sur la question de la répression, c'est pas ce qu'on pense, mais par contre on pense qu'elle le diminuerait de manière suffisante. Au Canada, c'est moins 60% en 2 ans, le commerce illicite, pour permettre justement de mettre plus de policiers sur une police de proximité ou plus de policiers sur des polices d'investigation pour remonter les filières, les trafics, etc. Dernier point, parce que je n'ai pas envie d'être long et je voudrais laisser la parole à mes co-signataires, dernier point qui me semble important à souligner, c'est que le débat de ce matin était intéressant parce qu'il était comme on le souhaitait, c'est-à-dire que des groupes se sont affirmés de manière en positif pour cette proposition de loi, notamment le groupe socialiste, par la voix de Michel Victory qui est co-signataire, évidemment le groupe France Insoumise, mais plusieurs autres groupes ont dit qu'ils remerciaient le fait que nous ayons mis ce débat sur la table et qu'ils pensaient qu'inévitablement le débat allait continuer à s'amplifier, voire même, pourquoi pas, aboutir lors de la prochaine législature. Ça a été un peu le discours de En Marche, ça a été un peu le discours du MoDem, ça a été un peu le discours d'Agir Ensemble, et donc on a trouvé que ça montrait bien que la situation évolue. Et d'ailleurs, on le voit, puisque toutes les enquêtes d'opinion maintenant débouchent sur le fait que les Français sont favorables à cette légalisation sous contrôle de l'État, plus la consultation qui avait été faite par l'Assemblée nationale, qui montrait que 80% des 284 000 personnes qui s'étaient exprimées étaient favorables à cette légalisation. Donc pour moi, la question aujourd'hui qui est posée, c'est pas le fait de savoir si un jour le cannabis sera légalisé ou pas. C'est le fait de savoir dans quel cadre il sera légalisé. Parce que ce qui nous menace tous, c'est qu'en fait, on ne légifère pas, que ça vienne de manière presque automatique, et que ça soit les big cannas qui s'emparent du marché, c'est-à-dire un marché libre, totalement non encadré, du cannabis, avec tous les risques que, évidemment, cela comporte pour la santé, pour la santé publique et même pour les questions de sécurité. Voilà aujourd'hui la grande crainte. Ça a été le modèle des États-Unis qui est parti sur cette voie. Ça a été le modèle au départ de la Suisse qui est parti sur cette voie avant de faire marche arrière. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement, on légifère suffisamment tôt
pour avoir une vision originale qui est celle d'un cannabis légalisé en termes de production, distribution et diffusion sous contrôle strict de l'État, qui pourrait ainsi agir sur des politiques de prévention, de santé et également de choix des endroits où on produirait et comment on le produirait, et des endroits où on vendrait et comment on le vendrait. Voilà, ça me semble que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai trouvé que ce matin, donc ça sera discuté le 13 janvier, j'ai trouvé au moins que le débat avait avancé et que, comme l'avait dit quelqu'un, ce que nous avons essayé de faire en sorte, c'est que ça soit un débat des présidentielles important, parce que c'est un phénomène de société, un des principaux phénomènes de société. Voilà, qui veut prendre la parole ? Merci Eric. Moi je veux donc remercier le groupe de la France Insoumise et d'Eric de nous avoir permis de nous associer à ce débat. Alors nous avions déjà signé la PPL de Jean-Michel Lambert, et puis moi j'étais dans la commission d'enquête donc sur le cannabis, qui était en 3 parties, vous vous souvenez, cannabis thérapeutique, cannabis bien-être et j'oublie le troisième. Thérapeutique, bien-être et récréatif. Et récréatif, voilà. Et récréatif, voilà. Et il est quand même intéressant de voir que cette mission avait vraiment beaucoup travaillé, beaucoup auditionné, fait des propositions comme d'habitude, et que depuis il ne s'est rien passé quand même. Enfin, sauf pour le CBD, où les choses ne se passent pas d'ailleurs du tout comme on l'avait souhaité, et où on recule plutôt que... Voilà, donc je trouvais vraiment intéressant de co-signer cette proposition. Eric, tu as fait un bilan qui est vraiment intéressant. Et ce qui est curieux, c'est que finalement, mais c'est un peu toujours pareil, on est absolument tous d'accord sur le bilan, c'est-à-dire l'inefficacité de la prohibition dans ce pays sur cette question-là. Sauf qu'évidemment, au moment de trouver des solutions, il y a 1000 raisons pour expliquer que c'est pas le bon jour, que c'est pas le bon texte, que c'est pas la bonne idée et qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est ennuyeux finalement, c'est qu'on a l'impression qu'il ne faut rien faire. Donc moi je continue à penser que le fait de légaliser, effectivement ça nous permet d'avoir de nouveaux outils pour travailler sur cette question, et surtout de faire que nos jeunes, nos enfants, fument moins de cannabis. L'idée c'est pas le contraire. Et là aussi, quelquefois on nous fait un peu un faux procès, mais je crois qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. La nocivité du cannabis, personne ne la discute ici, personne ne la discute, et c'est vraiment la question, c'est tout l'inverse. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des politiques de santé publique qui permettent à nos jeunes vraiment de connaître ces produits et de s'en écarter ? Les jeunes et les moins jeunes aussi, puisqu'on sait quand même que dans la population, il y a énormément de gens qui fument du cannabis. Voilà. Donc c'est vrai que ce terme de légalisation a tendance à faire un petit peu peur, parce qu'on reste sur des positions tranchées, mais surtout sur un manque d'information, que les politiques souvent n'ont pas vraiment suffisamment travaillé sur la question, et qu'on a bien vu quand on regarde d'autres exemples, et celui du Canada est quand même un bon exemple, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais finalement, les chiffres ne montrent pas que... Si, les chiffres montrent, et tu l'as dit, Eric, au Canada, 60% du trafic avait été jugulé par cette nouvelle politique. Donc, évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne veut pas dire... On n'est pas naïf, on sait bien que les choses ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais on pense que c'est en posant les vraies questions et en posant les choses sur la table que les choses avanceront. Voilà, donc moi je suis vraiment effectivement contente que le débat ait pu avoir lieu, et je souhaite qu'il soit encore plus fourni le jour de la niche, même si on sait bien que les niches ne sont pas faites malheureusement pour les oppositions, pour avoir du temps et aller au fond de leurs propositions, mais la vie parlementaire est ainsi faite. En attendant, voilà, merci encore Eric. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe La France Insoumise, et notamment Éric Coquerel, avec qui on est, j'allais dire, comme dans l'équipe de foot parlementaire, on joue un duo, et là j'espère beaucoup plus efficace. Je le remercie parce que je vois l'élargissement des signataires, et il y a 2 ans je n'avais pas réussi à convaincre Mathieu Orphelin. Aujourd'hui il est en soutien, donc on voit que les choses avancent. Je vais revenir sur le sujet du jour quand même, c'est la publication dans Le Parisien de l'interview devant des auditeurs d'Emmanuel Macron. On a vu certaines positions sur la question de la vaccination, mais je ne sais pas si on a bien vu aussi ces positions rappelées sans cesse sur les consommateurs de cannabis. Je dis bien les consommateurs de cannabis qui plus que stigmatisés, pointent du doigt comme étant complices
de réseaux de trafiquants qui, derrière, seraient des sources de financement, notamment du terrorisme et de l'insécurité. Comme dans une autre partie de l'interview, il dit les irresponsables ne sont plus citoyens. Donc, est-ce que ces gens sont irresponsables et ne deviennent plus citoyens? Je rappelle qu'un adulte sur trois a consommé ou continue à consommer du cannabis. Nous sommes 12 dans cette pièce, je vous laisse compter. Nous sommes 577 dans l'hémicycle. Je vous laisse compter combien sont responsables ou irresponsables, plus exactement, par rapport à la position du président de la République. Et qui est encore une fois en train de fracturer la société sur un sujet dont on voit et qu'au contraire, de façon générale dans le monde occidental et de façon plus particulière en Europe et dans l'Union européenne, il y a une toute autre approche. Il n'y a plus aucun pays sur le continent européen, hormis peut-être la Russie et la Hongrie, qui ne soit dans une approche aussi prohibitionniste. Bien au contraire, ils ont tous pris soit la voie de la dépénalisation, soit la voie de la légalisation. Donc toute la question, c'est comment la France, qui préside l'Union européenne depuis le 1er janvier, va expliciter auprès de ses partenaires européens qu'il faut rentrer dans une politique extrêmement dure. Il faut stigmatiser, je le redis, les consommateurs. Le consommateur, va-t-il demander à Olaf Scholz de stigmatiser le consommateur allemand? Va-t-il demander aux différents dirigeants européens qu'ils stigmatisent les consommateurs de leur propre pays de cannabis? Va-t-il aller jusque-là en disant qu'ils participent au financement du terrorisme? Non, évidemment que non. Donc on voit bien que ce sont des postures. Je précise pourquoi il y a ce genre de posture. Nous sommes, vous le savez, dans un moment conjoncturel de la présidentielle. Il y a eu un sondage en juin dernier qui montre que les électeurs écologistes ou de la France insoumise se retrouvent à plus de 70-75% pour la légalisation. Ceux du Parti socialiste, des radicaux de gauche, sont dans les eaux de 65-70%. Ceux de la République en marche, c'est plutôt 55% qui sont pour la légalisation du cannabis. Ceux de Marine Le Pen, c'est 40%. Et ceux des Républicains, c'est à peine 30%. En ayant cette posture moraliste, Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à la santé des Français, ne s'intéresse pas à apaiser des territoires qui sont soumis depuis des dizaines d'années au trafic. Il s'intéresse à sa propre réélection en parlant à un électorat. Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous pourrions attendre d'un président de la République par rapport à un sujet de société, un adulte sur trois consomme ou aura à consommer du cannabis. Demain, dans le cadre de la semaine de contrôle, nous auditionnons Gérald Darmanin, justement, à ma demande, le groupe Liberté et Territoire, à ma demande, a inscrit à l'ordre du jour l'audition de Gérald Darmanin, justement sur la position de la France dans le cadre de l'Union européenne par rapport à cet axe extrêmement prohibitionniste quand le reste de l'Europe bascule vers une réalité, et ça a été explicité, de dépénalisation, de légalisation, d'apaisement et de reprise en main, de contrôle, de protection de la santé, de baisser l'intensité, de sortir de coups faramineux. Un acte policier sur deux sont liés aux stupéfiants. 1 milliard de coûts à la société. Une légalisation, ça serait 2 milliards de collecte de fiscalité. Donc ça ferait un écart de 3 milliards pour les budgets de l'État. Ça permettrait de réorienter les forces de police vers l'essentiel. Je rappelle que malgré l'augmentation des forces de police, le taux d'élucidation des délits hors stupéfiants est en forte baisse, c'est-à-dire que les gens qui sont attaqués sur leur personne ou sur leurs biens voient de moins en moins les enquêtes être résolues. Pourquoi? Parce que les policiers courent derrière le fumeur de joint ou la mamie qui a un plan de cannabis sur le balcon, véridique, ou vont chez Truffaut réquisitionner 200 pots de petits cannabis et attendre que ça pousse, véridique toujours, pour vérifier si c'est du cannabis légal ou illégal. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui de nos forces de police, comme si nous n'avions pas d'autres enjeux. Donc, c'est inéluctable cette légalisation, c'est inéluctable. Le Conseil d'analyse économique l'a clairement exprimé il y a plus de 2 ans. C'est quand même pas une structure, j'allais dire, libertaire. Aucun État n'est revenu, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, sur la légalisation. Au contraire, il travaille encore plus à maîtriser ce sujet. C'est un Everest. J'ai porté un premier camp de base en mars dernier, puisque nous avions pu débattre dans vos affaires économiques. Éric Coquerel et la France Insoumise, en bon Sherpa, reprend et monte ce camp de base. Nous approchons du sommet, et ce sommet sera atteint avant la fin de la prochaine mandature.
Merci beaucoup à Éric Coquerel et au groupe France Insoumise d'avoir proposé une approche transpartisane sur ce sujet, parce que je crois que sur les grands débats de société, c'est la bonne méthode pour faire avancer les débats, comme on l'a vu sur l'IVG, comme on espère le voir aussi sur le droit de mourir dans la dignité. Je voudrais revenir sur une des phrases choquantes de l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ce matin, parce qu'il y a celle que tout le monde commente, mais il y en a quand même un certain nombre d'autres. Et sur la drogue, il a eu cette phrase qui m'a évidemment beaucoup interpellé: on ne consomme de la drogue que dans les quartiers riches. Moi, je ne partage pas du tout cette analyse, et je vois évidemment, comme vous toutes et vous tous, sur les territoires, on consomme de la drogue, et en particulier du cannabis, dans tous les quartiers, tous les âges, en ville comme en campagne. Peut-être faisait-il référence à d'autres stupéfiants, comme la cocaïne, et encore, et encore. Mais en tout cas, sur le cannabis, c'est un problème dangereux pour notre pays et généralisé. Il faut changer, évidemment, la politique. Je vais être assez bref. Ce qui m'a marqué dans cette approche, d'abord, c'est qu'il y a un mouvement international. Un certain nombre de pays ont déjà été cités par les collègues, mais je citerai le cas d'ailleurs qu'Éric Coquerel met en entrée de son rapport sur cette loi, de l'Allemagne, avec la nouvelle coalition qui a pris des engagements sur le sujet. Et ce mouvement international, avec pour le Canada, ça a été rappelé aussi, des chiffres encourageants sur une division par plus de 2 des trafics, doit nous inciter à aller plus loin. Aller plus loin face à ce produit dangereux qu'est le cannabis, dangereux pour la santé, mais aussi dangereux pour la qualité de vie et la sécurité. Il y a encore quelques semaines, j'étais en patrouille de nuit avec la BAC à Angers. Les points de deal sont les mêmes depuis 10 ou 15 ans, les mêmes immeubles, dans les mêmes quartiers. Et la politique actuelle ne peut pas marcher. La voiture banalisée arrive, avec les policiers qui font un travail remarquable à Angers comme dans le reste du territoire. Les jeunes qui tiennent le point de deal, en nous voyant arriver évidemment, montent dans les étages, se réfugient immédiatement dans des appartements qu'on appelle nourrices, dans lesquels on ne peut pas entrer. Un quart d'heure après le passage de la patrouille de police, évidemment que le point de deal, notamment sur le cannabis, est immédiatement réinstallé. Donc, il faut changer, c'est ce que propose cette proposition de loi. Il y a eu un débat très digne, j'ai trouvé très intéressant en commission ce matin. Le seul regret, c'est évidemment l'amendement de suppression porté par le groupe LREM sur l'article 1, avec des arguments qui finalement tiennent pas trop la route, en disant bon, de toute façon, c'est pas en fin de mandat et c'est pas à travers une niche d'un groupe d'opposition qu'on va régler ce problème. D'accord, c'est un problème important, mais c'est pas comme ça. Mais il faut avancer. Et ce qui m'a frappé ce matin dans les argumentaires de la majorité, c'est l'absence de solution proposée. Et c'est pour ça que j'ai co-signé la proposition d'Éric, c'est parce que là, il y a une nouvelle politique. Il y a des options qui sont prises, et rien ne serait pire que de continuer avec la politique actuelle. Voilà, le reste a été dit, donc j'espère que ça va continuer effectivement son chemin. La société a bougé sur le sujet. Moi, j'assume en disant d'avoir évolué sur le sujet, y compris à la lumière de l'échec des politiques actuelles et des exemples prometteurs à l'étranger. Donc oui à la légalisation avec un contrôle très strict de l'État. Très bien. Rapidement, je voudrais terminer par remercier bien sûr les collègues qui ont co-signé cette proposition de loi. Et également en fait toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps et qui ont nourri le travail pendant cette mandature. Il y a eu la commission d'enquête, il y a les travaux de tous les professionnels de la santé, des sociologues, des philosophes, des professionnels aussi des questions de sécurité et de police qui travaillent sur ce sujet depuis presque aussi longtemps que la loi de 70 sur la répression de l'usage des stupéfiants et qui, dans leur très grande majorité, sont arrivés aux mêmes conclusions
que cette proposition de loi, qui est de la nécessité d'un encadrement de l'usage et d'une régulation de l'usage pour pouvoir en réduire les risques qui existent et qui ont été et qui sont explicités dans le texte, mais dont la politique actuelle fait tout le contraire que les réduire, mais les augmente. Et ça a été évoqué, le fait que aujourd'hui la répression et la prohibition rend les produits actuels sur le marché illégal encore plus dangereux qu'auparavant. Les campagnes de harcèlement qui sont pour l'essentiel de la posture de la part du ministre de l'Intérieur ces dernières semaines et ces derniers mois n'ont pas eu d'effet sur le trafic et la consommation. Et on note même que, y compris quand pendant le confinement et des difficultés d'approvisionnement se font jour, la consommation continue à être importante. Donc c'est sur la base en fait aussi d'un constat réaliste, objectif, que ces propositions sont faites, pas seulement en France, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier, y compris à une échelle où, au sein de la Commission globale sur la politique des drogues, on retrouve des grandes personnalités des questions de santé, des grandes personnalités politiques, anciens secrétaires de l'ONU, des anciens présidents de pays d'Amérique du Sud qui ont connu et qui ont mené des politiques de guerre contre la drogue extrêmement massive et qui reviennent de ça en disant que c'est un échec total. Donc ce n'est pas simplement une lubie conjoncturelle ou une posture, c'est le produit de tout ce travail, de toute cette réflexion, de toutes ces analyses sur l'impact en termes de santé qu'on souhaite porter dans le débat parlementaire à travers modestement ce texte de loi qui ne résout bien entendu pas tout, parce que par ailleurs un certain nombre des problèmes identifiés dans la consommation, des risques liés à la consommation sont on va dire accélérés, accentués par l'usage, mais sont aussi des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale préexistants et que bien sûr la légalisation ne réglera pas. Tout comme la prohibition ne les a pas réglés. Donc il ne s'agit pas de croire que nous présenterions cela comme une solution miracle. Ça ne l'est pas. C'est une solution raisonnée, raisonnable. C'est la plus raisonnée et raisonnable des propositions qui existent aujourd'hui en l'état actuel des connaissances, de l'expérience de plusieurs dizaines d'années. Et c'est ce que nous voudrions avoir non seulement comme débat au sein de l'Assemblée la semaine prochaine, mais au-delà de cette Assemblée. Par ailleurs, comme l'ont dit des collègues, on se rend compte quand on sort en fait des postures et quand on déconstruit, y compris les appréhensions, les inquiétudes légitimes notamment des parents vis-à-vis de la question des risques pour les enfants, le débat arrive à se faire et souvent très apaisé et la conviction avance aussi au-delà dans la société, ça se voit également dans les enquêtes. Et donc c'est en responsabilité, y compris pour sortir du statu quo, parce qu'en vérité aujourd'hui la législation française est une législation très régressive, en plus d'être répressive, elle est régressive par rapport au sens du progrès social, du progrès sanitaire, du progrès humain. Et donc nous espérons que l'écho de ce débat parlementaire apportera dans la société plus globalement des arguments et des éléments pour que nous arrivions à franchir cette étape qui sera bénéfique, nous le pensons, pour l'intérêt général. Très bien, voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, peut-être pas. Je crois qu'on a été très complet. On a atteint la limite de... Sur le fait qu'il n'y ait pas les co-signataires éventuels de l'NRM qui ne sont pas présents aujourd'hui, c'est lié au... C'est juste le contexte et ils sont tous intervenus ce matin, enfin pas tous les présents, et ils interviendront tous la semaine prochaine, le 13 janvier, ils seront tous là en séance. Notamment Caroline Janvier. Donc Caroline Janvier, Jean-Baptiste Moreau, etc. Ok, merci à vous.